Bonjour et bienvenue dans le cours d'introduction à l'économie politique proposé par Better Study. On va d'abord voir les objectifs de ce cours. Le cours propose un ensemble d'outils à mettre à la disposition des participants afin d'acquérir les notions de base des sciences économiques. Le but de ce cours est de vous présenter un ensemble d'outils nécessaires. Paradoxalement, ils ne vont pas tout combler, mais ils essaient de vous donner le maximum d'outils nécessaires pour comprendre les mécanismes des sciences économiques. Le choix est porté sur un ensemble d'outils de base que nous verrons tout au long de cette vidéo. On va commencer par la définition des sciences économiques. Les sciences économiques sont une science sociale. Le sujet de base, le thème de base, c'est le comportement humain. Les sciences économiques sont considérées comme la science ou les sciences de l'administration des ressources rares. Les économistes font deux constats. Le premier est que les ressources sont rares, voire limitées, et de l'autre côté, vous avez des besoins illimités, diversifiés et renouvelables. Les sciences économiques essaient de résoudre le problème, autrement dit le conflit, qui peut subsister entre une quantité de ressources rares et des besoins très illimités et très diversifiés qu'il faut satisfaire. Les sciences économiques adoptent une démarche scientifique. Cette démarche scientifique se base sur l'observation des faits. Tout au long de l'histoire des sciences économiques, on a observé l'évolution de plusieurs phénomènes économiques. Cette observation forme une base de la démarche scientifique. Deuxièmement, les sciences économiques utilisent des théories, des modèles, afin de simplifier la vulgarisation des phénomènes économiques. Troisièmement, les sciences économiques font appel à l'utilisation des statistiques et des analyses statistiques. Le but est double, soit on essaie d'affirmer les modèles proposés, soit par les faits et par les statistiques, donc par la réalité, on va infirmer ces théories, ces modèles, et les juger. Est-ce qu'ils expliquent bien, ou pas du tout, ou moyennement la réalité économique? Juste un bref historique des sciences économiques. Vous avez grosso modo trois moments très importants. Tout d'abord, ce qu'on appelle la révolution classique. C'est la naissance de l'école classique dont les auteurs éminents sont Adam Smith et David Ricardo. Ces deux auteurs sont les fondateurs de la doctrine dite libérale en sciences économiques. Ce sont les pères fondateurs de ce que l'on appelle l'école classique. Le slogan de cette doctrine est « Laissez faire, laissez aller ». La libre entreprise est garantie et la libre entreprise est le sens de base des sciences économiques et de l'approche classique. Une deuxième époque, deuxième étape de l'histoire de l'économie ou des sciences économiques, c'est ce qu'on appelle la révolution marginaliste. Cette révolution considère que la valeur économique résulte de l'utilité marginale d'un concept. On ouvre la porte à une démarche tout à fait nouvelle qui se base sur l'interprétation, sur les unités supplémentaires ou bien les dernières unités, que ce soit au niveau de l'utilité marginale, au niveau des coûts marginaux, au niveau de quelques concepts comme ces concepts-là. Les principaux auteurs sont William Stanley Jevons et Carl Menger. Ces auteurs sont arrivés à développer le concept d'utilité marginale d'une manière simultanée mais indépendamment. Viendra la troisième étape de la révolution, dite keynésienne, qui a débuté dans les années 30, et liée en particulier à l'œuvre majeure de John Maynard Keynes. C'est un économiste anglais qui a établi que l'économie de marché ne peut pas atteindre un niveau de production globale optimal parce que le marché souffrira de plusieurs lacunes. De ce résultat, il est impératif que l'État intervienne pour réguler les activités économiques dans les pays. Ce schéma présente l'évolution chronologique des sciences économiques en partant de l'Antiquité, c'est-à-dire avec la philosophie grecque, jusqu'à l'époque contemporaine, en particulier jusqu'à la Révolution classique. Quelques noms importants qu'on vient de citer. Adam Smith, David Ricardo, William Stanley Jevons, Carl Menger, Léon Walras et John Maynard Keynes. Ce sont les auteurs des fondamentaux des sciences économiques. On accorde aux sciences économiques des approches. On peut parler de deux approches, une approche dite positive et une approche normative. L'approche positive est une approche qui décrit les faits sans jugement de valeur. En revanche, l'approche normative est une approche qui émet un jugement de valeur, une norme, en particulier les normes d'équité. On peut ainsi parler d'approche du type microéconomique. C'est une partie des sciences économiques qui s'intéresse au comportement des individus, des particuliers, tels que le comportement des consommateurs, le fonctionnement des marchés, le comportement des producteurs. En revanche, on a ce qu'on appelle l'approche macroéconomique. Cette approche s'intéresse à l'économie dans sa globalité, à l'économie nationale, à l'économie régionale, aux grandeurs macroéconomiques, c'est-à-dire aux grandeurs de la nation, de l'économie nationale telles que le chômage, le PNB, l'inflation, etc.
Le problème économique fondamental, on a parlé du problème que les sciences économiques veulent résoudre ou y apporter une solution. C'est partir des deux réalités fondamentales, la rareté des ressources et les besoins illimités. Comment arriver à concilier les besoins illimités avec des ressources rares? Ici, il y a forcément un choix à faire. C'est une illustration qui montre que les besoins sont tellement diversifiés, tellement renouvelables, que les ressources sont limitées en particulier pour les salariés qui ont des ressources telles que le salaire ou le revenu. Les questions auxquelles les sciences économiques doivent répondre. Qu'est-ce que la société décide de produire? C'est la question « que produire ?» et se posera une question annexe « combien produire ?» L'idée principale, parce qu'il y a un problème de rareté, ce qui signifie forcément un choix dans l'allocation de ressources. De cette façon, il faut décider quoi produire, parce que les ressources sont limitées. Donc il faut décider quoi produire pour allouer les ressources à ce type de production. Deuxième question qui se pose. Comment la production devrait-elle s'organiser? C'est la question « comment produire? Par quels moyens? Quelle technologie utiliser ?» Il y a une question accessoire, auxiliaire, c'est « où produire ?» Cette question est très importante, parce que le lieu de production joue un rôle très important. On le verra plus tard. Dernière question, comment la production est-elle répartie? C'est la question par qui produire, autrement dit, quelle population ciblée et quelle catégorie de personnes va produire, à quelle catégorie de personnes et quel type de produit. Schématiquement, vous avez d'un côté les besoins illimités, de l'autre côté les ressources qui sont rares. Comment concilier ces besoins illimités et ces ressources rares par une production limitée? Que produire? La question qui se pose, et comment produire? La deuxième question. Et pour qui produire? Troisième question. Tout cela impliquera une fixation des prix. Une remarque très importante. Il ne faut pas prendre tout simplement les ressources naturelles. Autrement dit, les ressources qui intègrent ou entrent dans le processus de production sont très diversifiées et dépassent largement et vont au-delà de ce qu'on appelle les ressources naturelles. Par exemple, les ingénieurs sont une ressource, les économies sont une ressource, les professionnels de tel ou tel domaine sont des ressources, les infrastructures sont des ressources, les matières premières sont des ressources, l'énergie est une ressource, le vent est une ressource, etc. Merci pour votre écoute.